vignette, peut-être que je te vois pas. Allez, ah si, c'est bon, je te vois. C'est bon. Je te vois pas sur mon ordinateur, mais je te vois sur la télé. Mais écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Je vous propose de commencer, de ne pas perdre trop de temps. Juste pour introduire très rapidement la séance. Donc moi, je suis Valérie Billard. Je travaille donc sur l'initiative de recherche, sobriété matérielle et justice sociale avec l'Agence du don en nature, l'ADEME. Et dans le cadre de cette initiative de recherche, nous organisons plusieurs webinaires, voilà, pour avoir une discussion sur différents thèmes. Nous en avons fait un sur l'histoire de la pauvreté avec Axel, un sur l'écologie populaire, le dernier avec Léa. Et aujourd'hui, on vous propose un webinaire voilà, sur les besoins et la pauvreté, donc par Hélène Gorge, que je vais laisser présenter de la façon avec laquelle elle va le vouloir. Je trouve que c'est encore plus simple. Mais avant ça, peut-être un petit mot. Faudil, tu veux dire un petit mot? Oui, bonjour à tout le monde. Alors, peut-être pour certains qui sont nouveaux, qui ne connaissent peut-être pas l'Agence du don en nature. Donc, l'Agence du don en nature, c'est une association qui récolte des invendus neufs non alimentaires, qui les redistribue à un panel d'associations assez large. Ça va des grands réseaux comme Aurore, Emmaüs, etc., des épiciers sociales, à des petites associations rurales. Nous luttons contre la précarité matérielle et dans ce cadre-là, on a collaboré avec Valérie pour monter cette initiative de recherche sobriété matérielle et justice sociale. Et dans ce cadre-là, on a fait quelques séminaires. Alors, juste pour les personnes qui n'étaient pas là avant, c'était quand elle parlait de Axel, c'était Axel Baudriez-Dolino, et historienne de la pauvreté, et Léa Bienne, qui est sociologue et écologie populaire. Écologie populaire. Géographe, pardon. Géographe. Oui, pardon, géographe. Oui, Géographe. géographe. Désolé. Et dans ce cadre-là, donc, on fait ce genre d'événements webinaires. C'est surtout pour que les associations partenaires puissent, en tout cas, profiter de cette initiative de recherche, profiter de la connaissance et du savoir. Et donc, bon webinaire. Merci Hélène, en tout cas, de participer. Merci pour le temps que tu prends. Et je vais te laisser la parole. Alors, je vais prendre. Merci Hélène de ton envoi. Juste 2 secondes, tu as raison, Ouais. c'est beaucoup plus simple si c'est moi qui. Oui, ça dérange pas. En fait, c'est aussi, ça me permet de voir mes notes. Sinon, je ne peux pas les voir. Bien. Je ne connais pas tout par cœur. Alors, entre-temps, il y aura forcément peut-être des questions à la fin. Je vais vous demander d'être clair, concis et très court dans vos questions. Donc, il me semble que vous pouvez lever la main pour vous poser vos questions. Donc, on prendra au fur et à mesure des questions et j'espère qu'Hélène pourra répondre en tout cas à vos doutes. J'espère aussi. Non, merci beaucoup. Je vais essayer aussi de garder le temps. N'hésitez pas à me rappeler à l'ordre aussi, mais je vais essayer de regarder parce que j'ai mis pas mal de choses. Donc voilà, ça va dépendre un peu de si je suis bavarde ou pas. Alors, j'attends juste, j'attends juste qu'elle se charge la présentation. Et peut-être en attendant, Hélène, si tu veux te présenter. Oui, bien sûr. Donc, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très plaisir. Et puis, ça me fait d'autant plus plaisir suite au séminaire dans lequel on s'était tous rencontrés en octobre, si je ne m'abuse. Donc, je m'appelle Hélène Gorge. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille, où je suis aussi responsable d'un axe qui s'appelle Consommation, culture et marché au laboratoire Lumen. Donc, moi, mes recherches, elles portent plutôt sur les dynamiques de consommation, les dynamiques de marché et en lien avec la vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité sous pas mal de formes différentes. J'ai beaucoup travaillé sur la pauvreté et donc je vais parler de ce sujet aujourd'hui, mais je travaille aussi sur les vulnérabilités liées au changement environnemental et les vulnérabilités liées aussi à la santé. Donc voilà, mais en tout cas, c'est toujours un peu ce thème commun. Et du coup, je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur un sujet qui était important pour moi parce que c'était mon sujet de thèse à la base. En tout cas, la compréhension, on va dire, des dynamiques de consommation, en particulier chez les travailleurs pauvres, c'était mon sujet de thèse et je préfère pas me rappeler quand c'était. Voilà, ça me donne un petit coup de vieux.
Et par contre, la notion de besoin, c'est quelque chose qui est apparu plutôt à la fin de mon travail de thèse et que j'ai continué à explorer et que je continue à explorer aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est à la fois issu d'une partie empirique qui a été menée il y a quand même un petit moment maintenant, voilà, et que je suis en train d'essayer de renouveler maintenant et en train de faire de nouveaux entretiens. Par contre, la réflexion sur les besoins, c'est une réflexion qui a cours depuis un certain nombre d'années et qui est encore en cours. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a du récent et du moins récent. Mais je pense que, en fait, les résultats, de toute manière, ne sont pas très... voilà, n'ont pas forcément beaucoup changé. Voilà, du coup, je peux commencer? Oui, oui, Ouais, il n'y a super. pas de Et souci. tu me dis quand est-ce que tu veux que je passe les slides? Oui, d'accord. Merci beaucoup, hein, Valérie. Désolée de t'embêter avec ça. Non, non, avec plaisir. Voilà. Et juste, je fais une petite note. L'image de présentation, là, c'est issu d'une exposition d'une artiste qui était venue travailler avec notre laboratoire il y a quelques années, donc Chloé Ruchon, et qui avait travaillé justement sur le supermarché, sur la consommation. Elle avait fait un super travail artistique de détournement, en fait, de notions de consommation. Donc, j'ai repris cette image qui est assez parlante, mais vous pouvez voir aussi sur son site son travail sur Supermarché, justement. Voilà. Alors, pourquoi parler des besoins? Tu peux peut-être rester encore sur le premier slide. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, J'attends ton mot, alors. Ouais. non, c'est moi qui suis Pardon. un peu lente. Alors, pourquoi parler des besoins et pourquoi c'est important dans le cadre de la pauvreté? Déjà parce qu'en fait, les besoins, c'est un concept qui est vraiment inhérent à la société de consommation, à la culture de consommation, mais aussi à la vie quotidienne. Quand j'ai commencé ma thèse, j'ai plutôt travaillé sur les stratégies de consommation des travailleurs pauvres. Mais peu à peu, je me suis rendu compte de la place qu'occupait en fait la notion de besoin dans les discours, mais aussi dans la construction de la manière dont on perçoit la pauvreté, en fait, dans sa représentation. Et du coup, ça m'a amené à essayer de mieux théoriser ce qu'on entend par besoin et d'essayer de dépasser une compréhension qui est souvent un peu sommaire en sciences de gestion, un peu basique, pour aller vers quelque chose d'un peu plus nuancé, mais aussi d'essayer de se détacher aussi d'une vérité qu'on entend tout le temps, que ce soit dans les médias, dans les discours politiques, etc. Et en particulier quand on pense au sujet de la sobriété aujourd'hui, de se dire ah, il faut se détacher des besoins, il faut repenser les besoins, etc. Mais en fait, moi, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire se détacher ou pas des besoins? Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Et comment définir en fait les besoins, à quel point ils sont si importants dans la construction des discours culturels et des imaginaires culturels. Donc ça porte un peu autour de ça, même si aujourd'hui j'ai surtout m'attaché à montrer comment les travailleurs pauvres que j'ai interrogés dans ma thèse se représentent les besoins et intègrent ça comme un discours culturel très important. Alors là, tu peux changer. Du coup, pour revenir sur cette notion de besoin, il faut essayer déjà de la conceptualiser, essayer de comprendre un peu ce qu'elle recouvre en fait dans notre société. Et là, ce qui est important, c'est que c'est pas seulement un discours scientifique. Ce que j'essaie de montrer là, c'est pas seulement qu'est-ce qui dans les articles scientifiques, qu'est-ce qui est dans la recherche est défini, mais aussi à quel point en fait ces discours imprègnent notre manière dans le quotidien de penser les besoins et de s'y référer. Alors, globalement, il y a trois grosses conceptualisations ou trois grosses manières de voir les besoins dans, on va dire, notre environnement culturel. D'abord, il y a une manière de percevoir les besoins qui est comme une structure hiérarchique. Et du coup, ça, c'est vraiment ce qui a émergé en particulier en sciences de gestion, mais qui se répercute dans la vie des individus. On va voir comment après et qui a tendance à dire on définit les besoins en lien avec une consommation qui est fonctionnelle, qui relève de la nécessité, du pratique, de l'objectif, etc. Et dans tout ça, les besoins sont définis de manière très hiérarchique, où on va faire plusieurs types d'oppositions. Une première opposition, on va essayer de définir la consommation utilitaire, on va dire, et la consommation hédonique, qui sont deux choses qui apparaissent comme séparées, en fait. La consommation utilitaire, c'est celle du pratique, du nécessaire, et la consommation hédonique, ça va être plutôt celle du plaisir, qui est associée aux émotions, au désir, à la subjectivité, qui est associée aussi le fait d'être presque un peu faible aussi, parce qu'elle implique de se faire plaisir, etc. Et en fait, il y a certains observateurs et théoriciens qui disent il y a cette dichotomie qui est vraiment mise en place,
et qui dit la consommation utilitaire, elle correspond à des processus instrumentaux logiques, alors que celle de désir, elle apparaît comme déraisonnable. D'accord ? Et donc, du coup, on voit que cette hiérarchie, elle a longtemps été pensée en sens de gestion, mais qu'elle imprègne aussi en fait la manière dont on pense les besoins aujourd'hui dans la société. On le voit dans les discours institutionnels, on le voit dans le discours politique. Et cette fameuse pyramide des besoins de Maslow, c'est quelque chose qui parle à beaucoup, qui est assez connu finalement, et qui a essayé de justement construire encore une fois une hiérarchie, une segmentation des différents besoins. Alors, il faut comprendre qu'à la base, Maslow, il était en psychologie comportementale, donc pour lui, c'était un moyen aussi de comprendre finalement les aspirations des individus. Mais elle a été beaucoup reprise, cette hiérarchie, alors qu'elle peut être aussi grandement critiquée. Et en anthropologie, notamment, on a vu émerger un certain nombre de critiques qui disent que voilà, on n'a pas forcément besoin d'atteindre des besoins de sécurité pour atteindre des besoins d'estime, que ça dépend des communautés, des contextes de vie, des contextes sociaux, culturels, etc. Donc ça, c'est une manière de conceptualiser les besoins, mais encore une fois, qu'il y a une prégnance vraiment dans les discours culturels et sociaux aussi qu'on entend aujourd'hui. Et quand on parle par exemple de sobriété aujourd'hui, ben, on parle aussi d'hiérarchie de besoins. On essaye de les catégoriser. Une autre conceptualisation, donc là tu peux changer au slide d'après, merci, c'est que les besoins ont été pensés par un autre ensemble de théoriciens comme une externalité de l'idéologie capitaliste. Donc là, on a tout un pan plutôt critique sur la notion de besoin, mais qui est intéressant aussi, et c'est intéressant de revenir sur cette conceptualisation plutôt issue de Marx, qui va dire les besoins, c'est pas juste des processus biologiques, physiologiques, etc. Et on va dire, tiens, il y a les besoins élémentaires qu'il faut combler. Il faut plutôt comprendre les besoins aussi, comprendre le contexte historique et social des besoins. Et comprendre en quoi les besoins font partie d'un système de relations matérielles. D'accord ? Et en fait, Marx disait à ce propos que les individus ont bien entendu besoin de satisfaire des besoins essentiels, parce qu'ils ont besoin de se détacher de ça pour pouvoir justement faire l'histoire, s'engager et s'engager justement dans une révolution. Je n'ai pas besoin de revenir sur cette notion. Mais lui, du coup, il critique la société capitaliste en disant la société capitaliste, elle détériore la vraie nature des besoins en introduisant ce qu'il appelle le fétichisme matériel. Donc, c'est le fait qu'aujourd'hui, on définit les biens plutôt pas des valeurs d'échange, plutôt que d'usage. Donc, on dénature quelque part le besoin, l'objet de vraiment sa nature essentielle, et on a terni en fait cette notion de besoin. Et donc, pour Marx, il y a cette idée fondamentale qui est que le besoin devrait être connecté à sa vraie nature, celle de l'objet et celle de l'usage, et non pas juste celle de l'échange. Parce que les besoins sont par nature sociaux, ils créent en fait la glu, la colle sociale qui va faire que les individus vont vivre ensemble, vont échanger ensemble, etc. Et le problème, c'est que comme on est rentré dans un système capitaliste, et ben pour Marx, ça crée une perversion quelque part en fait des besoins. Et il y a d'autres théoriciens qui ont repris justement cette critique de cette marxiste, on va dire, des théoriciens comme Baudrillard ou comme Albou, et qui ont repris cette argumentation qui disent notamment qu'il faut essayer de comprendre les besoins dans un système de production, de consommation qui est bien plus complexe qu'il faut arrêter de traiter les besoins comme juste des choses biologiques, etc. Et d'ailleurs, il y a cette citation, je pense, qui est très parlante d'Albou, qui dit « Le besoin, ce n'est pas un invariant de la nature humaine, mais c'est une création permanente de l'histoire et de l'activité sociale. » Donc on voit là, à travers eux, à quel point le besoin, ça fait partie quand même d'un système qui va faire évoluer ce qui est défini comme un besoin, ce qui ne l'est pas, la manière dont les individus le perçoivent et la manière dont ça construit les relations sociales. Donc on voit déjà qu'il y a une nature beaucoup plus complexe en fait du besoin, que ce n'est pas une simple hiérarchie, etc. Et enfin, la troisième conceptualisation qui est intéressante pour essayer de comprendre les besoins, c'est une conceptualisation qui est là plutôt issue de l'anthropologie, et d'auteurs comme Mary Douglas, etc., ou Salins. Et là, eux vont dire les besoins, il faut les comprendre en fait comme des coproductions à travers des interactions sociales. Et en fait, ils disent
les besoins sont toujours construits culturellement. Ils dépendent d'une société. Et il donne un exemple qui peut être très très simple. On peut se dire, bah non, c'est purement physiologique, c'est le besoin de respirer. On va se dire, bah, tout le monde a besoin de respirer, c'est inhérent à la vie. Oui, mais ce besoin de respirer, qui semble purement biologique, bah, il est aussi influencé par des pratiques, par des normes collectives, comme les cours de yoga qui vont enseigner l'importance de respirer correctement, ou alors les alertes sur la bonne respiration ou pas dans des airs pollués, etc. Donc il dit, autour des besoins, il y a toujours des constructions en fait qui vont se faire. Et donc du coup, en gros, les biens matériels, pour des auteurs comme Douglas et Sherwood, ils ne satisfont pas seulement des besoins, mais ils construisent et ils maintiennent des réalités sociales. D'accord ? Et il y a certains auteurs qui vont aller plus loin, comme Salins, qui vraiment a pensé le besoin de manière assez approfondie à l'époque, et qui dit qu'en plus, le concept des besoins, il y a une portée très moralisante en fait dedans. Parce que en fait, il dit c'est un concept qui est très lié aux valeurs judéo-chrétiennes et qui pour lui a été invoqué pour montrer l'imperfection des êtres humains qui ont toujours besoin de quelque chose, qui sont toujours en recherche de quelque chose et qui en fait doivent toujours rechercher une satisfaction mais qui va demeurer toujours élusive. Et il dit bah ça, le capitalisme a très bien compris ça, le marché a très bien compris ça et récupère en fait cette notion des besoins pour dire aux gens bah regardez vous pouvez toujours être à la recherche de mieux, à la recherche de plus, à la recherche d'une meilleure vie, etc. Et donc le capitalisme a contribué à construire cette impression d'insatisfaction permanente. Et donc du coup, la notion de besoin et la notion de manque sont devenues vraiment inhérents à la théorie sociale occidentale. C'est cette idée que de toute manière, l'individu est un être de besoin et qu'il faut poursuivre justement cette quête un peu sans fin, quoi, quelque part. Donc vous voyez, à travers ces trois conceptualisations, on voit déjà que les besoins, c'est une notion très complexe, qui a une réalité sociale et culturelle très profonde, et qui va aussi beaucoup influencer la manière dont les gens, du coup, pensent leur consommation, en fonction de besoins, en fonction de présupposés autour de ça. D'autant plus, et là tu peux passer au slide d'après, qu'on est rentré dans une ère où il y a des très gros enjeux autour de la notion même de besoin. Il y a une politisation très importante de cette notion de besoin, et d'autant plus dans certains contextes, comme le contexte de sobriété, mais pas que. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des crises, et là je pense à des crises qui sont variées, la crise économique de 2008, la crise environnementale latente d'aujourd'hui, ou encore les politiques d'austérité, la crise des gilets jaunes aussi, qui a été un moment très frappant pour observer les discours à propos des besoins. À chaque fois, à chaque moment de ces crises, on a cherché à définir des priorités. On a cherché à reconstruire des priorités de consommation. Et c'est aussi des crises qui ont rendu notamment plus visibles les problèmes de pauvreté et qui ont du coup contribué à politiser cette notion de besoin. Et là, vous voyez, je vous ai mis une petite communication sur Twitter, enfin, qui n'est plus Twitter maintenant. Bref, au lendemain du déconfinement, donc en 2020, où il y a une personne qui dit « Regardez chacun son sens des priorités au vu de la queue », alors il faut regarder toute la vidéo, au vu de la file d'attente qui attendait devant l'enseigne Zara. On avait plein de vidéos comme ça au lendemain du confinement, du déconfinement, où les gens disaient « Regardez, c'est quoi les priorités des gens ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça ? Le Covid ne les a pas fait réfléchir, etc. » Ou parmi plein de débats, j'en ai mis un seul qui est toujours un peu emblématique. Tous les ans, au moment de l'allocation de la rentrée scolaire, on a de multiples débats sur ce que les gens vont faire de cet argent, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, comment ils vont évaluer les priorités, etc., comment ils vont hiérarchiser leur consommation, avec bien sûr, là je fais quelque chose de neutre, mais avec des discours particulièrement violents à l'égard justement des personnes en situation de pauvreté et du bienfait ou pas de cette allocation. Bref, c'est qu'un exemple parmi d'autres. On voit qu'il y a énormément de discours qui vont créer des catégorisations entre ce que les gens ont le droit de dépenser, ce qu'ils n'ont pas le droit de dépenser, de manière institutionnelle aussi, etc. Et ça, c'est à la fois dans la vie médiatique, la vie politique, la vie institutionnelle, etc. Et donc, du coup, on voit que depuis plusieurs années, les besoins se sont politisés encore plus. Mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément ahistorique.
Quand on fait des recherches historiques, on voit que cette notion de besoin et cette notion de dépense aussi, elle a toujours été sous le coup d'un vecteur très moralisateur, d'accord? Et on rejoint du coup cette conception anthropologique dont je vous parlais. Alors du coup, par rapport à tout ça, nous, on s'est demandé, et ce sur quoi je travaille notamment sur la notion de besoin, c'est pas une notion très simple, donc j'espère que je suis pas trop complexe dans ce que, je suis pas trop brouillon dans ce que j'explique, parce que c'est vrai que des fois ça peut faire partir un peu dans tous les sens. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire comment est-ce que cette notion de besoin, elle donne du sens, du coup, aux choix et aux pratiques de consommation. En fait, c'est pas tellement de je ne sais pas si vous allez repartir avec vraiment des clés de compréhension sur ce que c'est les besoins à la fin, parce que moi-même, je ne sais toujours pas. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est justement pas de se dire les besoins, c'est ça ou c'est pas ça, mais c'est plutôt à quel point les besoins en tant que notion et en tant que discours, ça devient aussi une rhétorique qui va être utilisée par les personnes en situation de pauvreté et qui va leur permettre aussi de donner du sens et de construire leurs pratiques de consommation, en fait. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse et qui nous intéresse, en fait. Et aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches et il n'y a pas beaucoup de, voilà, de choses sur la manière dont les besoins sont articulés dans la culture de consommation, comment ils peuvent guider les choix de consommation, etc. Donc c'est pour ça que nous, on s'est intéressé à une notion, à une perspective qui nous permet, on espère, de comprendre ça, c'est la perspective des répertoires culturels. Et en fait, les répertoires culturels, ça permet de dire, pour comprendre comment les gens évoluent dans la vie, il faut comprendre pourquoi ils donnent du sens à certaines actions plutôt que d'autres. Genre, si, je ne sais pas, j'achète tel bien, comment je vais l'expliquer? Surtout si c'est un bien un peu déraisonnable, par exemple, au sens justement de la sobriété ou des choses comme ça. Comment je vais expliquer ça? Comment je vais le justifier? Et on sait très bien que la consommation, c'est un acte social, donc qui se vit avec les autres, en fait. Donc, dans notre vie quotidienne, et je suis sûre que vous avez tous été déjà confrontés à ça, on est toujours en train de légitimer nos choix. On est toujours en train d'essayer de les justifier. Parfois de manière plus forte que d'autres, parce qu'on n'évolue pas toujours dans les mêmes milieux. Mais il y a des fois où on sent de la pression, etc. Je parlais de ça avec mes étudiants l'autre jour, ceux qui sont à Sciences Po, et ils me disent, ah bah ouais, à Sciences Po, il faut faire attention à ce qu'on dit, on ne peut pas dire grand-chose parce que tout le monde nous tombe dessus pour des logiques de sobriété et tout, donc on ne peut pas dire qu'on prend l'avion, on ne peut pas dire qu'on fait ça, etc. Donc on a tous besoin de justifier et de légitimer nos achats. Et peut-être encore plus les personnes qui se trouvent en situation de pauvreté, parce qu'elles sont souvent un peu scrutées sur leurs choix, sur leurs objets de consommation, etc. Donc en fait, la notion de répertoire culturel, elle permet de comprendre ça, elle permet de voir comment les gens donnent du sens en fait à leur action. Et comment ils donnent du sens en puisant dans plein de discours, dans plein de notions, etc., qui vont être autour d'eux dans leur environnement social et culturel et qui vont leur permettre de donner du sens justement à leurs pratiques, à leurs compétences, etc. Donc, ils vont emprunter à des discours médiatiques, politiques, ils vont faire une sorte de mélange. C'est inconscient, tout ça, c'est un processus inconscient. Et ça va leur permettre de construire des stratégies d'action. D'accord? Donc, les répertoires culturels, au final, c'est vraiment la définition que j'ai mise, c'est un ensemble hétérogène de valeurs, d'idées, de représentations, de normes qui sont mobilisées par des acteurs sociaux pour définir des comportements et leur donner du sens. Et du coup, construire ensuite des stratégies d'action qui vont avoir du sens, au moins pour eux, et qui vont leur permettre d'exister en fait et aussi d'être intégrés à une société. D'accord? Et donc nous, quand on s'est intéressé à ce répertoire culturel autour des besoins, on s'est rapidement dit c'est intéressant parce que les gens piochent dans un répertoire culturel que nous on caractérise comme un répertoire un peu autour d'une forme de puritanisme ou de sobriété, quoi. Donc je vais expliquer un peu ça, mais on s'est rendu compte que c'est un répertoire, il y avait beaucoup de valeurs morales, etc. Et donc, moi, ce que je vais vous montrer après dans les résultats, c'est comment justement les gens articulent en fait leur stratégie d'action par rapport à du sens qu'ils vont donner à leurs besoins, mais par rapport à des discours qu'ils entendent. Alors en termes de contexte, donc je vous ai dit la réflexion, tout ça, ça me travaille depuis un moment, mais
Par contre, le terrain dont je vais vous parler, il est un petit peu plus ancien. Et ça sera intéressant d'avoir aussi vos retours d'expérience pour voir si vous constatez aussi les mêmes choses dans les actions que vous pouvez avoir dans le milieu associatif notamment, mais pas que. Et en fait, quand j'avais fait ma thèse, je m'étais intéressée à une catégorie de personnes en situation de pauvreté en particulier, qu'on nomme les travailleurs pauvres. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur tous les problèmes que pose la catégorisation de la pauvreté. Hein. On sait très bien que c'est à chaque fois imparfait pour un tas de raisons. Donc ça, je pense que voilà, je n'ai pas besoin d'expliciter ça. Mais pourquoi les travailleurs pauvres par rapport à cette notion des besoins en particulier? Parce que c'est une catégorie qui est à la limite de plein de choses en fait, et à la frontière de plein de choses. Donc ce sont des personnes, si on prend dans un sens très économique, qui sont définies comme pauvres parce qu'en dessous d'un certain seuil de revenus, mais qui travaillent. Donc ça crée déjà une forme de frontière ou de catégorisation un petit peu compliquée. Ce sont des personnes qui, du coup, aussi, par leur travail, parfois ne bénéficient pas de certaines aides sociales, mais qui en même temps se situent quand même en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des personnes qui vont être obligées de s'adresser quand même à des organisations type banque alimentaire, etc., mais qui en même temps sont dans une autre forme d'intégration sociale par le travail notamment. Enfin, il y a plein de choses un petit peu comme ça, en fait, poreuses, en fait. Et je pense que l'affiche là, qui avait été mise en place lors d'une campagne de la Fondation Abbé Pierre en 2014 montrait exactement cette ambivalence en fait de leur situation, d'être à la fois affiliés à la société, au sens de sociologues comme Castel, parce qu'on est dans une situation d'intégration professionnelle, mais en même temps d'y être désaffilié, parce que perte de biens matériels ou perte d'inclusion par la consommation, etc. Donc il y a un peu ce truc de borderline en fait. Et on voit que c'est une situation qui concerne un certain nombre de personnes. Donc en 2022, selon l'INSEE, il y avait 1,1 million de personnes qui exerçaient un emploi mais qui disposaient d'un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Il y a une légère progression depuis, mais en tout cas, ça reste un chiffre considérable au vu en plus de certaines protections comme le SMIC, etc. Donc, voilà. Mais je ne fais pas un détail sur ça parce que c'est un autre sujet. On pourrait vraiment. Pour moi, c'est le contexte qui semblait intéressant et pour étudier justement ces niveaux de justification qui sont un peu compliqués. Et donc, en termes de méthodologie, il s'agit ici de vous présenter les résultats surtout issus d'entretiens qui ont été faits avec 17 personnes qui sont considérées comme travailleurs pauvres. Donc des personnes, alors parmi cet échantillon, il y avait beaucoup de mères célibataires notamment, qui travaillaient ou qui travaillaient à temps partiel, qui ont des enfants à charge, qui ne reçoivent pas toujours une pension, etc. et qui de facto se retrouvent très vite en fait en dessous du seuil de pauvreté. Dans le cadre de ces entretiens, j'ai utilisé avec 11 personnes qui étaient d'accord la technique projective du collage. Le collage, c'est une technique qui consiste à projeter en fait des imaginaires, des représentations que les personnes vont construire. Je vais vous montrer un moment dans les résultats, et qui permet aussi de délier les discours, les narrations sur des sujets pas toujours faciles finalement à aborder. Donc c'est une technique qui s'avère assez intéressante et qui permet aux gens de se projeter et ensuite de discuter de ces projections. Alors en plus, dans ma thèse, j'avais fait une étude socio-historique autour de la pauvreté de la consommation, que je ne vais quasiment pas détailler ici parce que je n'ai pas forcément le temps. Je vais juste vous présenter un tout petit slide sur ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les besoins, quand on a mis en place cette étude, ils sont vraiment apparus comme une catégorie émergente. Ce n'est pas du tout quelque chose à laquelle j'avais pensé ou j'avais orienté le dialogue, etc. au début. C'est vraiment apparu de manière progressive au fur et à mesure de la réalisation du terrain, comme un discours qui était important en fait pour les personnes que j'avais interrogées. Et donc du coup, après j'ai progressé là-dessus, mais c'est quelque chose qui est émergé en fait de lui-même pendant le terrain. Alors juste pour faire un petit retour, donc ça c'est issu de l'étude historique que j'ai faite dans ma thèse, mais que je n'ai pas le temps de développer. Mais juste, je pense qu'elle est importante pour montrer que dans le temps, il y a eu
une formation, une construction progressive des répertoires culturels autour des besoins. Et en fait, donc moi j'avais fait une recherche historique pour comprendre comment la pauvreté et la consommation évoluaient aussi historiquement. Donc il y a plein de choses qui émergent. Mais notamment, on voit que dans les discours, et qu'ils soient associatifs, médiatiques ou politiques, puisque c'est les 3 types de discours que j'avais étudiés, on voit qu'il y a ces notions de besoin et de droit qui vont structurer aussi la consommation des personnes en situation de pauvreté et qui vont aussi arriver de manière de plus en plus redondante dans ces discours. Et ça, c'est important pour comprendre comment ça devient une catégorie à laquelle les gens pensent, en fait. Et comment ils vont aussi formaliser ça après dans leur pratique de consommation. C'est exactement le principe de répertoire culturel, c'est de dire, il y a des discours, des valeurs, des normes qui émergent, comment les individus les récupèrent et en font quelque chose, en fait, et le transforment, vont interpréter ça. Et là, on voit que vraiment, de manière historique, les biens et services de consommation qui sont associés aux personnes pauvres ont été qualifiés de besoins progressivement, notamment par le secteur associatif, mais ont aussi créé des hiérarchisations dans la consommation des personnes pauvres. Il y a des besoins qui sont évoqués, il y a des droits qui sont évoqués, des loisirs, etc. Et en parallèle du terme besoin, il y a notamment ce terme de droit qui apparaît dans les années 1980 plutôt, qui vont donner une dimension légale et plus légitime aux besoins. Et ça, c'est vraiment aussi le fruit d'un travail associatif énorme pour déconstruire justement une forme de hiérarchie dans la consommation ou de ce à quoi auraient droit les personnes en situation de pauvreté, etc. Je pense au travail notamment d'ATD Carmonde, par exemple, qui travaille beaucoup sur les préjugés autour des personnes en situation de pauvreté et vise à déconstruire ces préjugés. Et donc, du coup, il y a cette notion de droit qui apparaît, mais qui en même temps fait peser une norme de responsabilité sur la consommation des personnes en situation de pauvreté. Et cette situation de responsabilité, de dire, voilà, moi je consomme ça parce que j'ai le droit à telle chose, etc., elle est importante parce qu'elle crée aussi la nécessité de se justifier, de légitimer et donc de construire un ensemble de discours autour des besoins. Alors, du coup, en termes de résultats, je vais essayer d'aller vite. J'ai mis beaucoup de résultats, mais je ne pourrais pas tous les détailler. J'ai du mal à couper dans ce que les gens disent en général. C'est un des problèmes. Et donc, du coup, il y a 3 types de résultats, 3 types de discours et de stratégies d'action, en fait, de répertoire d'action, pardon, qui vont apparaître et qui sont en lien, du coup, avec ce répertoire un peu de la sobriété, du répertoire un peu puritain, etc. C'est la notion de modération, la notion de purification et la notion de prendre soin. Et ça va construire en fait des stratégies d'action spécifiques qui vont aider les personnes à légitimer des choix de consommation, à donner du sens à leurs besoins, mais qui, de manière intéressante aussi, vont incorporer à la fois le discours sur la nécessité, qui est un peu inhérent à la notion de besoin. On pense besoin, on pense nécessité, mais aussi beaucoup la notion de plaisir. Et ça, c'est quelque chose de moins évident. Et on va voir comment justement cette notion de plaisir, elle permet aussi aux gens de maintenir un sens de la dignité malgré leurs contraintes économiques. Alors, dans la première stratégie d'action, répertoire d'action, pardon, qui est celui plutôt de la modération, donc l'action de modérer, on voit que là, les gens, les personnes que j'ai interrogées vont bien sûr, et ça je pense que c'est des choses que vous avez déjà aussi identifiées sur le terrain, parler beaucoup de calcul, de rationnement, etc. Et de toutes les techniques qu'ils vont mettre en place pour justement rationner ça et essayer de rester sur quelque chose de très hiérarchique, etc. Et on a vraiment, en fait, c'est pour ça qu'on rapproche ça du puritanisme, même si j'ai pas le temps de vraiment tout expliciter, parce que on a vraiment ce discours sur la personne qui va être dans la réserve, dans l'épargne, à la fois travailleuse, dans quelque chose justement qui va être de l'ordre de la prudence et de la modération, quoi. Et une critique justement du gâchis ou de tout ce qui va être de la perte de temps, d'argent, etc., pour valoriser quelque chose de plutôt transparent et d'honnête, qui vont être considérés comme des vertus en fait. Et là, on a par exemple Caroline, donc, qui est une mère célibataire de 2 enfants, et qui nous dit, elle utilise le chronodrive pour ses courses. Elle dit, je maîtrise vachement bien le chronodrive, je me fixe une somme. Et elle dit, sinon, quand je suis dans un magasin, je dépasse systématiquement cette somme. Alors que là, elle dit, je vois mon panier qui descend, etc. T'es pas tenté quand tu arrives à la caisse d'acheter toutes les petites saloperies qu'il y a autour.
Un supermarché pour quelqu'un comme moi qui justement est en surendettement et qui doit vraiment cadrer ses dépenses, c'est le lieu de toutes les frustrations possibles et imaginables, le lieu de toutes les tentations. Et donc elle dit, bah là voilà, elle achète, elle a quelque chose de très raisonné qui va lui permettre de modérer ses dépenses. De la même manière, dans le verbatim suivant, pardon Valérie, on voit Virginie qui, elle, a connu une situation justement de précarité suite au divorce avec son mari et qui se retrouve aussi seule avec ses 2 enfants et qui explique que sa vie a changé depuis. Et elle dit, j'ai dû justement passer à quelque chose de plus raisonné. Elle dit, je fais moins d'extra pour les enfants, etc. Avant, il y avait du coca, des choses comme ça. Et maintenant, ça va être du sirop et on va attendre le week-end pour sortir la bouteille de coca. Elle dit, c'est pas plus mal, mais on avait nos habitudes. Donc au début, ils me faisaient la tête. Maintenant, on boit plus que de l'eau. Et ils disent plus rien. Ils savent que le vendredi soir, je mets la bouteille au frais dans le frigo. Et le week-end, ils ont le droit jusqu'à ce que la bouteille soit finie. Et donc là, je lui demande si le vendredi soir, c'est le plaisir. Et elle dit, bah oui. Et aussi, on va à la friterie de temps en temps. Avant, on achetait des frites, machin et tout. Et maintenant, ça va être que des frites. Et on va prendre la viande que j'ai ici. Mais on va quand même chercher notre frite. Donc ça fait entre parenthèses un petit plaisir. Et on voit que donc il va y avoir vraiment une hiérarchie qui va se créer autour de ce qui relève de la nécessité, du plaisir, et qu'il va y avoir des stratégies dans la vie du quotidien pour aussi compartimenter un petit peu ces choses-là. Et puis les rendre aussi, les matérialiser en fait. La bouteille de coca, elle va dans le frigo, elle est là le vendredi soir. Ça crée une forme de routine, mais qui n'enlève pas aussi une forme de plaisir dans la consommation. Au-delà du calcul et du rationnement, il va y avoir aussi des stratégies d'expansion des ressources, d'extension des ressources, qui vont permettre de gérer à la fois un budget contraint, mais aussi des petits plaisirs. Et on voit notamment, donc là j'ai mis un ensemble d'informants rencontrés qui ont tous quasiment, enfin, pour ceux qui ont une activité complémentaire, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement le fait qu'ils aient une activité complémentaire, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent issu de l'activité complémentaire. Pour eux, c'est du travail en plus, c'est des efforts qu'ils font en plus, etc., en plus de leur travail quotidien. Et donc cet argent additionnel, il est souvent réservé à des notions plutôt issues du plaisir et pas de la nécessité. Donc on voit qu'ils vont se faire plaisir dans la nourriture, acheter des aliments un peu plus qualitatifs ou faire une sortie avec ça, etc. Et donc alors qu'ils vont réserver leur budget issu de leur salaire voilà, de base vraiment pour des choses du quotidien, des choses qui vont relever de la nécessité à leur sens, et le reste, ça va plutôt relever de notions de plaisir. À part certaines personnes qui se trouvent vraiment en tension et en difficulté très 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 profonde, à l'image d'Émilie ou de Brigitte, et qui, elles, n'ont même pas cette possibilité en fait, d'étendre leur budget à des notions de plaisir. Pardon. Et on voit dans le verbatim suivant, c'est exactement ce que décrit Mireille sur cette activité. Elle dit, je fais beaucoup de soins à domicile, et les gens me font un échange, etc. Et donc, je me rémunère pour que je puisse manger, me chauffer. Mais avec ça, je m'en sers si j'ai envie d'acheter du saumon fumé ou un bon pâté, un truc comme ça me fait plaisir. Ou d'aller au cinéma. Ça ne rentre pas dans mon budget, mais grâce à cette activité complémentaire, elle peut se faire plaisir. Et donc, du coup, il y a ces notions de petit plaisir, cette notion de petit plaisir qu'on s'octroie, qui a été beaucoup décrit aussi dans la littérature, et qui permet en fait aussi de créer une forme d'équilibre en fait dans la consommation et de gérer ces tensions avec les besoins. L'autre stratégie, l'autre répertoire d'action, c'est la notion de purification. Et qui là va vraiment se rapporter à quelque chose, comment dire, qui existe en fait dans le discours ambiant, de dire voilà, il faut se débarrasser du superflu, il faut se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire, de ce qui est extravagant, de ce qui est superficiel, etc. Mais par contre, il y a un truc qui est important, c'est que quand on entend un discours de sobriété ou des discours de sobriété, on a l'impression qu'on parle souvent de sobriété heureuse, de sobriété joyeuse et de ce désir justement de se débarrasser du superflu pour des fins soit environnementales ou autres, ou aussi en termes de bien-être. Il faut savoir que les répondants, les informants, ils vont se rattacher à ce discours parce que ça leur permet de aussi légitimer leur choix, mais que ce n'est pas par contre quelque chose qui est de joyeux. Et ce n'est pas quelque chose qui est justement réalisé dans une forme d'accomplissement, etc. Au contraire, c'est quelque chose qui est contraint, qui est subi, et
et qui est difficile à vivre. Par exemple, c'est ce que dit Héloïse, donc elle a connu un changement de situation professionnelle qui l'a mise dans une situation de pauvreté plus importante, et elle vit toute seule, et elle dit, bah, moi, depuis que je suis dans cette situation, je fais attention à tout, je fais attention à l'eau, etc. Et elle dit, il y a des choses, tu apprends à te passer très vite, mais il y a des choses, non, comme la machine à laver, je ne suis plus étudiante, ou le téléphone, ou Internet, c'est pas possible. Mais le superflu, c'est quoi? C'est le resto, c'est le ciné, je fais de la danse, mais je vais aux soirées gratos. Et j'emmène ma bouteille d'eau et je bois discrètement. Ou j'ai pu acheter ma baguette, etc. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle dit, bah voilà, finalement, les besoins, c'est cette pyramide de machin truc. Donc, je lui dis Maslow. Elle dit, voilà, on revient aux besoins primaires. Et on voit à quel point, du coup, cette hiérarchisation des besoins, elle est présente, en fait, dans la tête des informans qui vont vraiment expliquer aussi comment sont leurs choix et à quel point bah, cette purification, elle est nécessaire et elle peut être même valorisée parfois par certains discours dans la société. La purification, c'est aussi le fait de, comment dire, donc là c'est le slide suivant, pardon Valérie, c'est aussi, ça rentre aussi dans une logique un peu morale, parce que quand on arrive à mettre en place ça, bah, on est un consommateur plus vertueux qu'un autre. Et là, c'est ce que... Alors, pardon, je me suis trompée de slide, mais on voit aussi cette purification dans le verbatim de Myriam, qui, elle, se rappelle à un discours plutôt nostalgique en disant quelle est la vraie valeur des choses, quelles sont la valeur de la simplicité, de loisirs simples, etc. Et ça, c'est un discours qu'on voit beaucoup, beaucoup chez les informants, de dire ce discours, c'était mieux avant. Alors, c'est aussi un discours institutionnel qu'on entend beaucoup, hein, et de rappeler finalement la vraie valeur des objets. Ici, elle parle de ces balades qui sont gratuites, qui sont des loisirs gratuits, à contrario d'une société de consommation qui étend les besoins, qui étend les futilités et qu'elle ne comprend pas. Et elle parle même justement de valeur morale. Donc on voit aussi qu'il y a une notion de purification à laquelle les individus peuvent se rattacher parce que c'est un discours qui existe aussi dans la société. Et enfin, dernière stratégie d'action, je suis désolée, je vais un peu vite, mais c'est pour vous les présenter toutes, c'est la notion de prendre soin. Et il y a ici la notion de prendre soin des autres, et en particulier de la famille et des enfants, qui est vraiment très très importante, bien sûr, et qui va légitimer certaines actions de consommation. Mais il y a aussi la notion de prendre soin de soi, qui va être aussi importante. Et c'est là où on va retrouver justement cette notion de plaisir et d'équilibre avec la nécessité. Alors, prendre soin des autres, c'est en particulier prendre soin des enfants. Et là, on sait que dans la littérature, en particulier sur la pauvreté, il y a beaucoup d'études qui portent sur la manière dont le sacrifice, par exemple, dans la consommation, peut être justifiable parce que il faut prendre soin des enfants, veiller à leur bien-être, etc. Et là, on a par exemple Jérôme qui a, il me semble, 10 enfants, si je me souviens bien, et qui explique que bah, lui, il se prive souvent de choses pour acheter des trucs pour la maison, mais il dit que ça fait partie de la famille. Et donc, par exemple, la fois dernière, bah, il a acheté un écran plasma, il dit que c'était cher, mais comme je travaille, je peux me le permettre. Et en plus, ils étaient tous contents. Et alors, j'ai pas mis tout le verbatim qui est très long, mais il explique qu'en plus, bah, lui, il n'a pas possibilité de donner des loisirs à ses enfants parce que ça coûte trop cher. Donc, la télévision, c'est le loisir qui permet de réunir tout le monde et c'est le loisir qui permet aussi de construire une forme de bien-être ou de satisfaction pour les enfants. Et c'est vrai que j'ai aussi choisi ce verbatim parce que la télé, c'est toujours l'objet symbolique par excellence qui est utilisé pour critiquer justement les actions des personnes en situation de pauvreté, etc. On voit que là, ils se sentent justement un peu obligés de justifier aussi cet achat, mais qu'il y a cette notion de prendre soin qui permet de légitimer. Dans le verbatim ensuite, alors, on voit ici justement que Caroline met en place le même type de justification sur le fait de prendre soin de ses enfants. Et elle dit on ne peut pas faire des restrictions sur tout. Elle dit il y a des restrictions de toute façon, je ne peux pas faire parce que je dois travailler ou je dois payer l'école, etc. Mais par contre, je vais restreindre et je vais jouer sur le pôle alimentaire. Et le pôle alimentaire est souvent le secteur où justement on va osciller entre plaisir, nécessité, on va trouver des petits enjeux, etc. Et par exemple, elle dit, bah, les enfants, ils n'ont pas de marque, ils n'ont pas de bonbons, ils n'ont rien. Mais par contre, on s'est mis d'accord ensemble, ils ont droit toute l'année au Nutella. Parce que je ne peux pas leur payer des desserts, mais
je ne peux pas tout interdire, quoi. Elle dit, ils adorent le Nutella, ils peuvent se passer des ça, mais ils ne peuvent pas passer Nutella. Je ne vais pas leur acheter du premier prix sous prétexte que c'est moins cher et pas bon. Ils l'auront, c'est leur plaisir. Et là, il y a vraiment cette notion de prendre soin des autres qui permet aussi de légitimer certaines choses. Et enfin, je voulais vous montrer justement des collages qui étaient réalisés par les informants et qui représentent vraiment plutôt bien en fait cette notion du prendre soin. Donc là, c'est des collages de 2 personnes différentes, mais qui ont toutes les deux à un moment pris cette petite formulation qui était dans un des magazines que je leur avais donné, prendre soin de soi. Et alors, il n'y avait pas qu'une seule page de collage, il y avait plusieurs pages de collage. Mais il y avait une page à un moment où elle parlait que d'elle. Et elle disait, qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que l'indication sur le collage, c'était qu'elle représente leur vie, en fait. Et elle disait, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait justement que dans les collages, il n'y a pas que des notions de contrainte et il n'y a pas que des notions, justement, de dureté et de difficulté. Il y a aussi qu'est-ce qui fait du bien dans la consommation. On le voit aussi dans le slide suivant, où là, donc là c'est le collage d'Inès qui a fait 2 pages de collage et qui dit voilà mon quotidien vraiment qu'elle a appelé le point de la semaine, où elle parle justement d'une vie plutôt intense avec son travail, elle est aide-soignante, etc. Mais elle parle de s'occuper de soi et elle dit voilà en off tout ce à quoi elle rêve mais qu'elle pense ne pas pouvoir avoir un jour. Donc on voit qu'il y a beaucoup de biens matériels justement dans ses aspirations et dans ses désirs. Mais même dans son quotidien, elle parle justement du soin de soi, du fait de pouvoir créer en fait une forme d'équilibre aussi, qui est une forme aussi de dignité. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça et de dire c'est trop dur d'être tout le temps dans la contrainte. Et c'est trop dur de tout le temps réfléchir aux besoins, enfin en termes de nécessité. Donc dans les besoins, il y a aussi des notions de plaisir, il y a aussi des notions de soins personnels, etc., qui sont importantes en fait. Et qui montrent que de toute manière, de fait, en étant dans une société de consommation, penser qu'en termes de sobriété, ce n'est pas quelque chose qui est possible aussi pour un état mental, un état psychologique, un bien-être émotionnel, etc. Alors du coup, et puis on peut en discuter après, je voulais juste terminer très rapidement sur des pans de discussion, ou en tout cas ce que ça nous enseigne pour l'instant, même s'il y a encore des choses à construire sur cette recherche. Déjà, c'est de voir que les besoins sont construits culturellement à travers la mobilisation d'un répertoire culturel. Alors, je n'ai pas montré tous les discours qui sont autour et dans lesquels les informants piochent. J'ai dû faire des choix, je me suis plutôt focalisée sur ce qu'ils disent, sur leur stratégie d'action. Mais en fait, ce qui est important de dire, c'est que quand les individus sont confrontés à des difficultés financières qui rendent leur choix de consommation complexe, ils vont mobiliser un ensemble de stratégies d'action qui se basent sur un répertoire culturel autour du besoin. Et ce répertoire, il prend forme parce qu'il y a derrière un ensemble de structures qui ont construit une certaine conception des besoins, une conception des besoins comme quelque chose de hiérarchisé, il faut faire attention à cette hiérarchie, une conception des besoins comme quelque chose en même temps qui relève de la morale et qui relève du jugement sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal, etc., ce que les autres font de bien ou mal dans la consommation. Donc il y a plein de choses qui vont les aider à construire en fait et donner du sens à leur consommation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des changements de statut parmi ces notions. Ce qui était autrefois un désir peut devenir un besoin, ou inversement. Donc les choses changent aussi en fonction de leur cycle de vie, en fonction de leur situation de précarité, etc. Ou encore, ce qui était perçu comme superflu peut relever de la nécessité parce qu'il y a des stratégies qui vont être utilisées par les consommateurs. Donc le besoin et les notions annexes comme le désir, les souhaits, etc., vont être tout le temps construits de manière dialogique autour de tensions en fait, que les consommateurs vivent et à travers lesquelles ils doivent créer et construire des formes de justification. D'accord ? Et l'autre élément qui est important dans ces résultats, c'est qu'on montre que la notion de plaisir, elle est aussi fondamentale dans la compréhension des besoins. Et ça, c'est un truc que, par exemple, le milieu associatif a déjà compris depuis longtemps, mais par contre, qui reste complètement absent d'autres discours, et au contraire, qui est d'ailleurs plutôt dénigré dans d'autres discours. Je pense à une émission horrible qui avait été diffusée à un moment qui s'appelait Rue des Allocs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission. Et qui était absolument dans ce discours moralisant autour des besoins, etc. Alors qu'on voit que chez les gens qui sont en situation de pauvreté, les besoins doivent aussi incorporer des formes de plaisir et qu'elles sont nécessaires pour trouver cet équilibre, etc., entre plaisir et nécessité, etc. Et dernière chose,
c'est que les informant, du coup, ils ne font pas reposer leur argumentation seulement sur des différences morales en opposition entre les bons et les mauvais pauvres, quelque part, mais ils utilisent surtout des éléments du répertoire culturel et une forme de politisation des besoins pour justifier, en fait, leurs actions et leurs choix de consommation. Voilà, je m'arrête là. Je suis désolée, c'était long, mais c'est un sujet un peu difficile à synthétiser. Mille merci, Hélène. Super présentation qui fait beaucoup réfléchir. Je suis presque à tous les slides, tous les verbatims, etc. Un grand merci. Non, tu n'as pas été trop longue et c'était un vrai plaisir. Alors, attends, j'ai vu qu'il y avait une question qui apparaissait, donc je prends déjà la première question. N'hésitez pas à en mettre dans le chat, bien sûr. Alors, attendez, je remonte tout. Pardon, je vais être un peu longue, mais la question, c'était... Désolée, voilà. Tu ne parles pas directement des degrés de souffrance d'une personne générée par l'insatisfaction d'un besoin ou des besoins insatisfaits et les conséquences sur un individu, surtout si on prend en compte l'aspect social des besoins. Voilà, donc pourquoi? Et effectivement, dans un contexte où la personne a pu observer une sorte de frénésie qui cherche à compenser un manque. Voilà, donc est-ce qu'effectivement, tu as pris en compte ou pas des degrés de souffrance qu'une personne, effectivement, peut ressentir si elle ne satisfait pas, effectivement, ses besoins? Oui, alors, je ne l'ai pas du tout ni mesuré, ni... Enfin, ça portait pas vraiment sur ça. Alors, toutes les personnes que j'ai interrogées se trouvent dans des situations de souffrance de toute manière. Et effectivement, c'est un peu ce que je disais. Ça fait penser à une étude qu'on avait publiée avec Maud Herbert, Isabelle Robert et Neil Toulouse il y a un moment sur justement les notions de sobriété choisie, sobriété subie et les différences. Et en fait, on avait interrogé justement des personnes qui étaient dans des situations très différentes, donc les personnes qui avaient choisi d'être dans des situations de sobriété pleinement, ça remonte, hein, c'était, je ne sais plus, en 2015, et des personnes qui se trouvaient en situation voilà, de pauvreté, plutôt de ce que nous, on avait appelé sobriété subie, même si le terme n'est pas forcément le meilleur terme. Aujourd'hui, voilà, j'ai un peu reconsidéré tout ça. Mais on voyait qu'en fait, ils avaient des comportements et des pratiques de consommation très similaires au final. Mais par contre, comment dire, leur acceptation des choses était complètement à l'opposé. Et là où, en termes de sobriété choisie, bah, il y avait un niveau d'acceptation très grand, parce que les gens savaient aussi très bien qu'ils pouvaient toujours retourner à des formes de consommation s'ils le souhaitaient. Et bah, c'était quelque chose qui était très difficile à supporter pour les personnes en situation de sobriété choisie et que ça crée de la souffrance parce que bah, ce qu'ils voulaient avant tout, c'était pouvoir partir en vacances, avoir des loisirs, bref, être intégré à la société de consommation. Et là, je vous renvoie à un très bon article de Jeanne Lazarus sur les pauvres et la consommation qui montre très très bien ça et qui est publié dans une revue d'histoire. Donc effectivement, il y a des niveaux de souffrance. Voilà, je n'ai pas cherché à les caractériser, mais et il y a en fait cette notion de compenser le manque. Je pense que cette notion de petit plaisir, mais des petits plaisirs qui sont modérés à leur sens, qui doivent rester modérés. Et là, on peut aussi faire une analyse très bourdieusienne aussi de la chose, où on est, Bourdieu parle très bien justement, alors lui parle plutôt de classe sociale, mais de ces classes sociales qui sont dans des notions de praticité, de petits plaisirs, de modération, etc. Et il y a pas mal de choses qui sont liées à ça aussi. Merci beaucoup, Hélène. Alors, une autre question. Je vais passer la parole. Alors, attendez, désolée, il faut que j'autorise une. Bon, bah, parfait. Merci. Donc, voilà. À vous. Harry, je lis juste le nom. Voilà, super. Oui, bonjour tout Génial. le monde. Bonjour. Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est vraiment intéressant et ça m'a fait penser à beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie. Et ça m'a fait réfléchir aussi à mon avenir, à quelles conditions peut-on faire quelque chose. Est-ce qu'il s'agit des besoins ou c'est déjà un désir ou tout ça. Ma question, c'est que
à votre avis, est-ce que par rapport à votre recherche, vous avez su comprendre s'il y avait certaines conditions ou critères afin qu'on puisse dire que telle chose est de l'ordre du désir ou bien c'est encore des besoins. Vous voulez... Pardon. Oui. Non, allez-y. D'accord. Si vous n'aviez pas fini, je ne sais pas. Oui, oui. Mais parfois, car parfois on a du mal à faire le choix quand on est face à quelqu'un que j'ai besoin de cela ou je désire cela. Il y a une sorte de confusion dans la vie quotidienne et c'est ce que je voudrais savoir à votre avis ou bien dans votre recherche, vous avez pu concevoir qu'il y avait des conditions pour qu'on puisse dire qu'il s'agit des désirs ou bien des besoins. Et une deuxième question, je pense que certaines personnes, je me réfère toujours à notre expérience quotidienne, y a-t-il des limites à des besoins? C'est un peu une réponse personnelle, je voudrais savoir votre avis. Et merci beaucoup. C'est un plaisir de participer à ce webinaire et je pense qu'on va continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci pour vos questions et vos retours. Hélène, je te laisse répondre, bien sûr. Sur la première question, en fait, je pense que justement, ça montre qu'en fait, les besoins et les désirs sont dans une situation un peu dynamique et que la frontière, en fait, elle peut être très changeante, très poreuse en fonction des individus, en fonction bien sûr de leur situation, bon ça c'est un peu normal, mais aussi parfois en fonction des discours qui vont émerger en fait dans la société et qui vont leur permettre de se raccrocher à tel ou tel élément. Et du coup, il va y avoir en fait certains besoins vont être peut-être considérés comme des désirs pendant une période et ensuite peuvent être considérés comme des besoins. Je pense par exemple au téléphone. C'est un besoin, désir très complexe en fait à gérer parce que en même temps c'est revendiqué comme un besoin parce que ça permet tout simplement de travailler par plein de choses en fait, d'être intégré à la société sous plein d'aspects. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit n'importe quel téléphone parce que sinon, on peut avoir du coup un ensemble de jugements moraux qui vont être associés, etc. Donc, c'est toujours un peu une forme de négociation en fonction d'un contexte social, d'un contexte culturel, qui va être aussi peut-être très changeant. Et notamment parce qu'en plus, les personnes qui sont en situation qui sont travailleurs pauvres, en tout cas, c'est aussi des personnes pas toutes, mais une partie qui vont connaître peut-être un épisode de précarité, qui ensuite vont peut-être sortir de cet épisode de précarité ou pas. Donc du coup, ils vont avoir aussi des vies. Dans beaucoup de personnes que j'ai interrogées, il y en a qui avaient vraiment des niveaux de vie très confortables ou confortables avant et qui sont tombés en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment une frontière très poreuse et très dynamique et c'est pour ça que chacun donne du sens en fait par rapport à ces discours, même si il y a des grandes tendances qui se dégagent, c'est clair, comme celle que j'ai montrée. Et pour l'autre question sur la limite des besoins, je ne suis pas sûre d'avoir compris ou vu ce que vous vouliez dire. Peut-être qu'on va repasser une question et puis si la personne veut mettre dans le chat ce qu'elle voulait vraiment dire. Je vois que l'heure tourne aussi, Ouais. Et puis voilà, et il y a d'autres questions, mais en tout cas, merci beaucoup pour la question, elle est vraiment évidemment très intéressante. Juste Hélène, je te fais passer une question du chat, après une question de la salle, et je reviens au chat parce qu'il faut que je gère la frustration qui m'entoure. Je te laisse dire. Une question du chat. On ne voit pas apparaître la notion de pulsion d'achat, qui peut être souvent soulevée dans un sens comme une maladie mentale, en fait.
Et voilà, est-ce que tu as eu ça? Et en plus, cette pulsion, ça peut pointer Ouais. du doigt les plus pauvres dans leur capacité ou leur incapacité d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà eu ça dans tes terrains, tes pulsions d'achat, tes achats un peu compulsifs en fait, ou pas du tout? Ouais, ouais. Si. Par exemple, c'est ce que décrit Jérôme là sur l'écran plat. Il y a quand même une notion un peu compulsive dedans, même si il explique quand même avant qu'il était passé plusieurs fois, etc. Mais c'est compulsif dans le sens où c'est un gros achat pour lui. Il a dû prendre un crédit. Enfin, c'était compliqué aussi à justifier. Il y a des pulsions d'achat, mais pour des choses un petit peu plus modérées aussi. Si, il y en a quand même pas mal qui disent parfois qu'ils ont une petite pulsion, mais qu'ils essayent toujours de mettre en place un ensemble d'outils pour justement se freiner, parce Mmh. que elles sont compliquées à maîtriser. Ils ont beaucoup parlé des pulsions d'achat des autres aussi, par contre. Voilà, donc, et ça, c'est sûr qu'il y a une dimension moralisante qui est importante. Mais moi, justement, j'ai pas seulement voulu m'intéresser au fait de désigner ceux qui font bien, ceux qui le font pas, parce que c'est sûr qu'ils ont ces discours-là, mais plutôt comment après ils incorporent cette notion de besoin pour donner du sens aussi à leur consommation, en fait. Donc, je pense que c'est plus, comment dire, complexe que ça, en fait. Mais bien sûr, oui, il désigne. Il y avait un verbatim, j'ai hésité à le mettre, mais il y a une dame, par exemple, qui dit quand je suis allée à la banque, elle m'a dit ah, je sais que vous êtes à découvert, mais bon, je peux rien vous dire parce que vu ce que vous faites comme achat, c'est vraiment très raisonnable, alors que ceux qui s'achètent des iPhones et tout. Enfin, Mmh. il y a toujours cette notion de pulsion, elle est revenue à plusieurs moments, mais pour des objets très différents, pour des choses très différentes. Et de toute façon, les pulsions, ils peuvent quand même pas trop se les autoriser parce qu'ils sont très très attentifs à éviter. Il y en a une qui est en surendettement, etc. Enfin, donc ça devient. Ils ont des tableaux Excel qui m'ont montré incroyables où ils font du budget et tout. Mais ça, il faut aussi regarder les travaux de Anna Perrin-Heredia qui sont très intéressants sur ça, sur la budgétisation, etc. Ouais. Super, merci Hélène. Alors, une question peut-être en direct d'Emeric, là, qui est juste derrière moi, donc je vais lui laisser même un peu plus de place. Oui, bonjour, merci en tout cas Bonjour. pour la présentation très intéressante. Emeric d'ADN. Moi, je ne sais pas si vous aurez la réponse, j'avais une question puisqu'on parle de répertoire culturel. Est-ce que un trait peut être lié entre l'analyse d'une situation au niveau national et finalement un niveau plus international avec la différence entre des pays pauvres et des pays riches qui nous permettrait finalement de tracer des grandes règles de compréhension aussi dans une époque un peu troublée, notamment la vision des Américains par rapport à la sobriété, la vision des Chinois par rapport à l'accès à la consommation. Est-ce que ce n'est pas les mêmes mécanismes qui prévalent derrière ces logiques de compétition entre pays? Voilà. Est-ce que l'étude qu'on fait là au niveau national, ça peut finalement être extrapolé pour l'ensemble des relations entre peuples? C'est large comme question, pardon. Non, mais C'est une petite question, effectivement. C'est vrai que Hélène, en deux mots, hein, parce que la question mérite développement en deux mots. Non, mais pour être sûr, c'est hyper intéressant. C'est de dire, là, ce qu'on fait au niveau national, donc les personnes qui donnent du sens par rapport à des discours institutionnels qu'elles entendent, ce serait de dire, à l'échelle d'un pays, comment un pays donne du sens aux discours institutionnels et internationaux qu'il entend. C'est comme ça ou pas? Oui, mais aussi comment on comprend les autres pays, comment on comprend la différence culturelle en se basant sur les besoins et l'accès aux besoins. Et notamment, on dit souvent à la Chine, c'est des pollueurs. Oui. Et aujourd'hui, les Chinois, ils veulent accéder à la consommation au même titre que des personnes en précarité, finalement, puisqu'ils n'ont jamais connu la consommation. Donc, est-ce qu'on ne peut pas comprendre les mécanismes de consommation? Est-ce que ça ne permet pas de comprendre le monde à un certain moment? Oui, complètement. Ah bah, alors, cette notion de répertoire culturel, moi, je la trouve super, en fait, pour comprendre plein de choses. Et d'ailleurs, Michèle Lamont, quand elle l'a réemprunté au début à quelqu'un d'autre, elle a justement fait une étude comparative entre les États-Unis et la France, pour comprendre, en fait, le sens moral que donnent les travailleurs à leur travail. Donc, c'était intéressant de voir justement les différences et tout. Alors, par contre, dans mon terrain, les gens parlent pas du tout de questions un petit peu plus internationales comme ça. C'est vraiment, ça reste à une échelle nationale. Mais par contre, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'au niveau institutionnel ou même, et quand je dis institutionnel, pour moi, c'est les institutions, c'est au sens très 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 large, hein, tout type d'organisation, ou même politique, ou même nous, on peut avoir tendance
à se dire ah bah voilà, comme c'est pas fait là-bas, et bah du coup on va pas le faire, etc. Ou pourquoi nous on le ferait, etc. Donc ouais, j'ai pas vraiment de réponse, mais je pense que par contre, ça j'en suis convaincue, la notion de répertoire culturel, elle permet vraiment de comprendre, en fait, comment dire, de dénouer des vérités générales en comprenant mieux justement le contexte culturel et social d'une société en particulier et en comprenant pourquoi par exemple il y a certaines pratiques qui prennent à un endroit, pourquoi elles ne prennent pas à l'autre endroit, pourquoi elles créent aussi des discours de comparaison et des formes aussi de discours un peu moralisateurs parfois. Donc ça, j'en suis sûre. Après, j'ai pas une réponse forcément plus détaillée parce qu'il faudrait vraiment l'étudier, mais oui. Merci Hélène. Une question sur le chat qui va peut-être être assez courte et une question de Romain après en face de moi. Une question de chat. Quand on parle de droit d'accès à la culture pour les personnes pauvres, comme tu en as un petit peu parlé dans certains verbatim, et c'est vrai qu'on est un peu sur l'alimentaire et tout, mais c'est vrai que la culture, c'est hyper important et intéressant, le rapport à la culture. Est-ce un besoin exprimé de leur part ou une projection de besoins venant de personnes non pauvres? Et là, nous, on a une réponse à ADN sur ça, parce qu'on a fait une étude avec le Crédoc là-dessus, et on pourra juste vous le dire en un mot. Mais toi, Hélène, qu'est-ce que tu as noté sur ce point-là? Et peut-être après, on dira un mot sur l'étude Crédoc qu'on a fait, parce qu'on a fait une étude en 2024 là-dessus. Ouais, vas-y, Hélène. Plus récente que la mienne. Moi, ce que j'ai noté deux choses. Dans le discours historique, donc là je parle vraiment de la manière dont ça a évolué dans les différents discours institutionnels, il y a une grosse évolution sur la notion de loisir, en particulier dans les années 80-90, et en particulier dans les discours associatifs, principalement, je dirais. Pas tellement dans le discours politique et médiatique, en tout cas je ne l'ai pas tellement noté, où là on se saisit vraiment de la culture, donc la culture et des loisirs au sens large, je dirais. Les vacances aussi, etc., qui vont devenir des pôles de consommation qui sont importants aussi pour lutter contre l'exclusion, pour lutter contre la pauvreté, etc. Donc ça, c'est vraiment un discours institutionnel qui apparaît très clairement et qui apparaît aussi d'un point de vue, on va dire, non, ouais, surtout associatif quand même. J'allais dire un peu politique, mais pas tant. Chez les personnes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça reste quand même comment dire? On va dire qu'il y a presque une culture légitime et une culture non légitime, quoi, en fait. Donc, c'est un peu, ça me fait penser au verbatim de la personne qui dit qu'est-ce qui est légitime? C'est d'avoir des loisirs, bien sûr, de sortir, de lire, etc. Mais ce sont des loisirs qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, qui sont plutôt simples, etc. Donc, il va y avoir un peu cette dichotomie qui va être tracée. Mais par contre, bien sûr, les gens ne disent pas qu'ils sont exclus d'éléments de loisirs, de culture, etc. Et il y a plein de personnes qui cherchent aussi à aller en vacances, qui développent plein de trucs avec la CAF, etc., pour pouvoir faire des choses. C'est pas un pôle qui est du tout exclu, mais pas n'importe quel type de loisir et pas n'importe quel type de culture. Mais en fait, on retrouve tout le temps cette dichotomie. Regardez ce qui est dit, par exemple, sur le pass culture là, pour les jeunes. On le voit dans les discours, il ne faut pas que ce passe, il mène à n'importe quel type d'accès culturel, etc. On crée toujours en fait des catégorisations de toute manière. Et donc les gens reprennent aussi ces catégorisations en fait d'une certaine manière. Ouais. Juste sur merci beaucoup Hélène. Juste pour répondre à la personne rapidement, je me permets de prendre la parole, mais c'est vraiment au titre d'ADN. On a fait une étude avec le Crédoc que vous allez pouvoir retrouver en 2024, que vous allez pouvoir retrouver sur le site de ADN, l'agence du don en nature. Et voilà, Faudil vient de mettre le lien en plus dans le chat, où là, en fait, il y a eu effectivement des personnes en situation de précarité qui ont été interrogées, et notamment sur la culture. En fait, la culture, ça sort assez rapidement, effectivement, dans le discours, et notamment un besoin. Et c'est ça, moi j'aime bien dans ce que tu dis, Hélène, de casser un peu les stéréotypes et les préjugés. Et là, on peut penser que ces personnes ne sont pas forcément intéressées à la culture, ce qui est complètement ce que l'étude ne révèle pas du tout. Et au contraire, je me souviens très bien d'avoir des verbatims sur l'accès à la bibliothèque, même si c'est parfois compliqué d'aller à la bibliothèque parce qu'il y a aussi le regard social. Mais n'empêche que ces personnes disaient l'accès à la bibliothèque était absolument fondamental
L'accès, oui, donc fondamental pour elles, pour ces personnes-là. Et aussi, je me souviens très bien d'un verbatim d'une dame qui disait qu'effectivement, elle essaye de se faire offrir, vous savez, cette carte de cinéma, vous offrez 10 entrées, je crois, quelque chose comme ça. Et elle, son cadeau de toutes ses copines, parce qu'entre elles, elles se faisaient un petit cercle de femmes et elles se faisaient des petits cadeaux entre elles pour l'anniversaire. Et le cadeau systématique récurrent pour cette femme, je me souviens bien, c'était cette carte de cinéma à 10 entrées ou 20 entrées, je me souviens plus, et qui disait que, et je me souviens de ce verbatim, non mais la culture c'est la vie. Voilà, la culture c'est la vie. Et d'une personne donc en situation de précarité. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça change totalement le regard aussi qu'on peut avoir, et c'est ce que tu dis Hélène sur les stéréotypes qu'on a sur effectivement leurs loisirs, ou etc., que c'est toujours à la télé, etc. Bah non, en fait, non. Non. Non, bah, moi je trouve par exemple, c'est parce que j'ai pas mal travaillé sur le secours populaire, mais le secours populaire, c'est vraiment une association qui a essayé justement de casser ce genre de stéréotypes. Il y a un livre très bien aussi de Serge Pogam sur la pauvreté et les bibliothèques, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ça me fait penser à ça parce que tu parlais du verbatim avec ouais, mais ça me fait penser à ça. Et juste, je réponds très rapidement à la personne qui m'a demandé sur Denis Colombi. Bah, vous voyez, moi aussi, je l'ai, ce livre de Denis Colombi. En fait, il a été... je pense qu'il a publié pas si longtemps. Hein, c'était après que j'ai fait ma thèse, c'est en 2020. Mais bon, en gros, il y a plein de choses qui se recoupent. Hein. Enfin, je veux dire... alors lui, il étudie plutôt sur comment dire, l'allocation budgétaire, etc. Donc, ça me fait plus penser aux travaux d'Anna Perrin-Heredia ou même de Viviane Zelizer. Mais oui, il y a plein de choses qui se recoupent. Ok, super. Je laisse la parole à Romain, qui est en face de moi et qui voulait poser une petite question. Ouais, bonjour Hélène, merci, c'était extrêmement instructif et intéressant. Moi j'ai une petite question. À travers les verbatims, on voit qu'on a plutôt des positionnements, des postures, alors soit de ressentir une forme de stigmatisation, avec des logiques d'adaptation à une réalité qui a l'air de dépasser les individus, de manière générale. Alors certains ou certaines, en l'occurrence, peuvent regretter un temps un peu mythifié, donc dans une quête de valeur, une transformation du champ de valeur qui aurait bouleversé leur univers, etc. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer dans tes recherches des individus qui pensent plutôt une transformation de l'environnement dans lequel ils sont, une transformation politique, dans une logique d'émancipation par rapport à un schéma justement qui les dépasse, un schéma de consommation, etc. Est-ce que finalement on est plutôt toujours dans une logique soit d'adaptation, soit de rejet un petit peu primal, si j'ose dire, ou une forme de conservatisme individuel? Est-ce qu'il y en a qui se projettent vers un univers dont ils seraient les moteurs du changement? Pas trop. Alors, pas en tout cas dans le terrain que j'ai fait. Mais bon, pour rappel, moi j'ai soutenu ma thèse en 2014, hein, donc ça commence à dater. On n'était pas non plus dans les mêmes imaginaires et les mêmes récits, peut-être. C'était avant la crise des Gilets jaunes aussi. Et ça, je pense que la crise des Gilets jaunes, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai essayé de l'étudier un peu avec un regard sur les médias. Ça a aussi pas mal changé les perceptions aussi. Franchement, ouais, non, dans mon échantillon, pas tellement. Et aussi parce que, alors, c'est des personnes qui avaient des ressources culturelles, sociales très différentes les unes des autres, ça c'est clair. Donc, on ne peut pas dire que c'est des personnes qui n'avaient pas de ressources culturelles et sociales, ça c'est sûr. Mais je pense que quand on est travailleur pauvre, il y a quand même un moment, en tout cas au moins une période, où à un moment on se trouve face à un mur, quoi. Et moi, j'ai quand même beaucoup eu cette impression de personnes qui ne savaient pas ce qu'elles pouvaient faire de plus, en fait. Et se disaient, ou alors pour les femmes qui étaient mères célibataires, trouver un compagnon. Et d'ailleurs, il y en a une que j'avais rencontrée, elle n'avait pas de compagnon, après elle en avait un, sa situation s'était considérablement améliorée. Mais non, et globalement, ils restent plutôt dans ce schéma que tu décris, parce que la consommation reste importante, faire partie de la société, et leurs priorités sont vraiment au jour le jour, en fait. Enfin, comment boucler la fin de mois, qu'est-ce que je fais si ma machine à laver elle casse, si ma voiture elle fonctionne plus. Et c'est pour ça que je fais un parallèle avec les gilets jaunes. Ça m'a fait beaucoup quand j'ai vu, quand je lisais sur les gilets jaunes et tout, c'était exactement les gens que j'ai rencontrés, quoi. Et là, il y avait un projet politique qui s'est formé, etc., une mobilisation, mais non. Mais par contre, je fais le lien avec un autre terrain que j'ai fait, où là, j'ai rencontré des personnes qui, à la suite d'une précarité, etc.,
ont décidé que finalement, ils allaient vers une forme de modération par choix, ont même arrêté de travailler ou des choses comme ça. Enfin, et là, j'ai déjà rencontré des profils comme ça, mais pas dans cette étude, et de manière plus disparate. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment approfondir. Ouais. Merci beaucoup, Hélène. Peut-être une dernière question, si je frustre personne. Mais ça, je sais pas, c'est beaucoup plus large. Mais peut-être que, voilà, pour conclure, on va dire. Et d'ailleurs, elle va bien conclure parce qu'elle ouvre quand même beaucoup. Il y a effectivement une personne qui me demande est-ce que les personnes en situation de pauvreté, précarité, qu'est-ce qu'ils disent du sens de leur vie? Est-ce qu'ils ont ce vocabulaire déjà? Est-ce que tu as eu ce type de réflexion dans tes terrains, finalement pas que celui de ta thèse, mais même des terrains que tu as fait par ailleurs? Est-ce que ils parlent du sens de leur vie? Ouais, Moi, le temps que tu réfléchisses 2 vas-y, secondes, ouais. non, parce que c'est pas évident comme question. C'est une bonne Non. question, en fait, moi, je trouve, mais Ouais, c'est intéressant. qui est pas forcément liée à la consommation, mais qui peut avoir un lien. Mais c'est vrai que, par contre, dans l'étude Crédoc qu'on a faite, tu vois, là, par contre, autant les biens culturels, ça me dit vraiment quelque chose, autant le sens, ça a pas les gens disent ça n'a pas de sens. Ils sont très averses au gaspillage, comme tu l'as dit, etc. Maintenant, moi, il me semble pas qu'on ait des choses sur le sens de la vie. C'est pour ça que je me demande si toi, tu en as dans tes terrains. Pas trop dans ce terrain-là, mais peut-être que c'est lié aussi à un biais du terrain que j'ai mis en place, hein, parce que en me focalisant sur la consommation, sur les stratégies, on n'a pas forcément. Il y avait déjà tellement de choses à dire. Enfin, les entretiens, ils duraient souvent 2-3 heures. Je les ai rencontrés 2 fois à chaque fois. Alors, je dirais quand même, dans les collages, ils parlent du sens de leur vie quand même en termes de projection. Je vais peut-être me contredire, mais il y a une grande partie des informants qui disaient on est face à un mur et tout, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils étaient désespérés, par contre. Et il y avait quand même beaucoup qui parlaient de ce qu'ils avaient envie de faire, de se projeter dans d'autres formations, d'autres choses. Et donner du. Alors, ça peut être donner du sens aussi à sa vie. Après, ça dépend comment on entend ça aussi, en fait. Oui, bien sûr. Il peut y avoir plein de choses. Et par contre, je refais le lien avec le terrain dont je parlais là en réponse à Romain. Là, on est sur des personnes qui ont fait parfois le choix, alors plutôt pour des logiques de sobriété, pour des raisons de sobriété, qui ont fait le choix de moins travailler, etc., pour donner justement un autre sens aussi à leur vie. Alors, c'est des personnes qui vivent en situation de quasi-pauvreté parfois, mais qui ont changé leur manière de vivre, qui sont allés s'installer à la campagne ou dans une communauté en autogestion, etc., et qui ont voulu donner un autre sens à leur vie et qui ont complètement changé. Et parfois, ça a été parce qu'ils ont eu un coup dur dans leur vie, etc. Mais ouais, c'est une question compliquée. Enfin, c'est un peu ce que je vois, mais c'est pas des personnes qui étaient dépourvues de sens dans leur vie, en tout cas. Et je pense que ça, les collages le montraient vraiment très bien. Parce qu'il y a cette idée de projection, de représentation. Ça, moi, je trouve les collages, ça marche vraiment bien. Et c'est plus facile, parfois, pour les gens de s'exprimer avec des images que juste dans des discours. Enfin, d'ailleurs, si on leur demandait quel sens vous voyez à votre vie, c'est compliqué. Non, c'est trop abstrait, Ouais. Mais je pense que quand ils représentaient leur vie, oui, il y avait des choses. Mais je ne veux pas non plus surinterpréter les collages parce que c'est aussi une technique qui est choisie où les gens discutent de cette technique. C'est pas à moi d'interpréter. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, merci Hélène. Un grand merci. Je pense qu'on peut applaudir. Merci. Désolée. Tout le monde t'applaudit, mais voilà, comme j'ai coupé les micros de tout le monde, on se prive aussi des bons moments comme ça aussi. Merci à tous et à toutes. Merci Hélène, super intéressant. Ça va aussi nous faire vraiment, évidemment, cogiter et c'est toutes ces interactions qui sont passionnantes. Peut-être un petit mot par Faudi pour conclure. Oui, merci beaucoup Hélène. Merci, ça a été a priori très instructif et on a vu dans le chat qu'il y avait beaucoup de questions et en tout cas beaucoup de réactions. Et désolée d'ailleurs si je n'ai pas répondu à toutes les questions. Pardon. Non, ça veut dire que voilà, les gens étaient très intéressés et en tout cas, ça les a
ça les a sensibilisés et c'est très bien. Deux choses. La première, c'est que dans le cadre de l'initiative de recherche, nous, on fait des groupes de travail avec des bénévoles et du personnel des associations. Donc, s'il y a des personnes d'associations sociales et solidaires qui veulent participer à ces groupes de travail, je vous invite à me contacter. Le prochain groupe de travail tournera autour de la thématique de la consommateur, je crois, c'est ça, hein, Ouais, consommation. la consommation. Donc, c'est un peu le prolongement de tes travaux, Hélène. C'est important que tu fasses ça et ensuite qu'on essaye de réfléchir ensemble avec les personnels associatifs autour de ces concepts-là. Il va se dérouler en mars. On n'a pas encore les dates exactes, mais on vous les communiquera aux personnes qui veulent en tout cas participer. Ce sont des groupes de travail assez dynamiques. On réfléchit autour de certaines notions et on essaye de sortir un peu toutes les réflexions autour des réflexions qu'on aura pu avoir. Ouais. Et groupe de travail par Teams. Par Teams, voilà, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Ouais. Et si vous voulez participer aussi, vous pouvez mettre dans le chat. Comme ça, moi, je donnerai le relais aussi. On en a fait deux, un sur les produits de première nécessité. Qu'est-ce qu'un besoin? Il y a aussi un peu en lien avec les travaux d'Hélène. Et le deuxième portait sur les sources d'approvisionnement. Et là, maintenant, qu'est-ce que la consommation auprès des personnes qui travaillent, qui sont bénéficiaires de l'aide des épiceries sociales et solidaires. Voilà, il y a prévu des webinaires. Oui. Un tous les 2-3 mois, selon évidemment la disponibilité aussi des personnes. Donc le prochain, on avait dit, qui était... Oui, et voilà, il y a aussi effectivement ça. Alors attendez, il y a deux choses. Chaque fois, si on parle de deux, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Voilà, j'ai ça. En fait, il y a des webinaires, effectivement, une fois tous les 2-3 mois. Le prochain, effectivement, on essaie de caler la date, mais il sera certainement avec Adrien Mallier au mois d'avril. Voilà, on est juste en train de peaufiner la date, mais pareil, on le communiquera. Et puis, effectivement, il y a aussi effectivement une restitution des travaux de recherche d'une doctorante qui a travaillé effectivement dans les épiceries sociales et solidaires le 14 mars à midi. Donc là, c'est une doctorante, c'est une étudiante qui est allée vraiment à la rencontre des personnes en situation de précarité et qui va restituer son travail de mémoire, enfin son mémoire, pardon, elle n'a pas fait ses mémoires, mais excusez-moi, je l'exprime extrêmement mal, mais voilà, elle a fait un mémoire que j'ai eu le plaisir d'encadrer. D'ailleurs, Kate, elle est connectée, je suis quasi sûre qu'elle est là. Voilà, elle est là, pardon, Kate, je vous dis, je ne peux pas faire deux choses en même temps, donc je ne peux pas, voilà. Mais Kate est là et elle a fait un super travail et donc elle va faire un travail de restitution, donc le 14 mars, pareil, en ligne, c'est toujours en ligne pour que ça permette à tout le monde